Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le factuel, comme on dit, est extrêmement fourni par les temps qui courent. Complication de la crise avec le Maroc, la sortie gravissime de son représentant auprès de l'ONU, l'affaire Pegasus, les manœuvres militaires de l'armée algérienne et ses exercices tactiques dont personne n'ignore qu'ils visent le même Maroc. Mais s'il n'y avait que cela, à l'intérieur du pays, les conflits d'influence au sein du régime et les luttes intestines qui le secouent et même qui le déchirent laissent augurer d'une très grave détérioration à très court terme et qui sera très certainement démultipliée par une crise économique d'envergure qui va sans l'ombre d'un doute s'abattre sur tout le pays et tout particulièrement sur les couches sociales les plus défavorisées dans un premier temps avant sa généralisation à toutes les catégories sociales et dans tous les secteurs de la vie économique du pays. C'est dire toutes les sombres perspectives pour un pays qui est en train de vivre ces derniers mois de relative quiétude sociale. Et ce n'est pas être un oiseau de mauvais augure que de le dire, bien au contraire, puisque ces alertes que lancent des observateurs et d'autres, des militants et d'autres, n'ont pour seul souci que de s'y préparer, pour éviter d'en devenir l'otage impuissant, le jouet entre les mains de forces qui ne vont certainement pas bouder une telle aubaine pour eux, pour déstabiliser davantage la situation et pouvoir enfin perpétrer contre ce pays tous ces complots qui sommeillent en attendant d'être réactivés. De très nombreuses déclinaisons sont sur la table, de scénarios divers, pour faire éclater l'Algérie, pour des motifs et d'autres, aussi inavoués qu'ils sont réels. En Algérie même, des forces tapies dans l'ombre et qui attendent leur heure se préparent à tout mettre en œuvre pour tenter de recomposer des équilibres en place et réaménager le pays en fonction de leurs seuls intérêts, de leur seule vision, qui ne tiennent aucun compte de l'indéfectibilité de l'Algérie dans sa configuration territoriale actuelle. C'est dire. Et c'est à tout cela que le peuple algérien devra se préparer. Très vite, très fort, dans l'urgence, dans une sorte d'union sacrée entre tous les Algériens, tant qu'il est encore temps. De très sombres lendemains qui annoncent une situation très difficile et à laquelle nous devrons nous préparer de toutes nos forces. D'abord, pour évacuer ce régime mafiocrate qui ne pourra pas défendre le pays et qui, bien au contraire, risque de le plonger dans une folie suicidaire, juste pour se maintenir. Et une crise économique majeure, comme tout le monde le sait, qui va bouleverser de fond en comble la quiétude sociale relative de la société algérienne, qui va la toucher dans son quotidien, déjà très pénible, qui va plonger des millions d'Algériens dans une précarité à peine imaginable, et nous ne pouvons pas ne pas le dire, parce que ce serait mettre la tête sous le sable, ce serait casser le thermomètre en pensant que cela ferait tomber la fièvre. Les Algériens, tous les Algériens, n'ont donc pas le choix. Ils doivent s'unir, se souder très fortement les uns aux autres, faire front contre la déferlante qui s'annonce et qui sera démultipliée par la présence à la tête du pays d'un système incapable de redresser la situation. Incapable de redresser la situation. Il en est de même pour nos voisins marocains, dont nombreux n'imaginent même pas les répercussions de ce qui sera
la crise algérienne sur leur propre système. Une complication de la situation en Algérie provoquera, sans l'ombre d'un doute, une onde de choc qui pourrait ébranler tous les pays de la région et qui pourrait avoir des effets très négatifs, y compris sur l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas applaudir à des actions et à des déclarations irréfléchies, irresponsables, qui se paieront très cher à tous les coups et par tous les peuples de la région. À Dieu ne plaise. En attendant, et en cette occasion d'un Eid al-Adha dont nombreux sont ceux qui disent que c'est une bien triste fête, en pleine pénurie d'eau, en pleine canicule, en pleine répression du Hirak, et à un moment crucial où des forces et d'autres s'engouffrent dans la situation pour tenter de la compliquer davantage, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Les Algériens continuent de vivre ou de survivre, de tenter la harga, de s'endetter pour offrir le mouton à leurs enfants, malgré tout, de tout faire pour joindre les deux bouts, de s'ingénier à trouver un peu d'eau, serait-ce pour se laver, et surtout de tout faire pour garder le moral, parce que le désespoir est mortel. Les Algériens tiennent bon, et ils resteront vent debout contre ceux qui ont infesté leur vie, et ils le resteront jusqu'à la libération de leur pays et l'avènement d'un véritable état de droit. Follow them Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, the soldiers passing by, listening to the wind of change. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Down the street, distant memories are buried in the past forever. I followed them Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of Une fête de l'Aïd qui n'a de fête que le nom. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons, comme hier, recevoir certains de nos habituels invités qui vous souhaiteront une bonne fête malgré tout et qui s'exprimeront sur le sujet de leur choix en
en ces jours de difficultés et de détresse, non pas pour décourager les gens, mais pour justement obtenir le contraire et garder le moral, Inch'Allah. Nous allons commencer par le docteur Hussein Ait Mohand, médecin physiologue. Docteur Hussein Ait Mohand, merci d'être avec nous. Eid Moubarak. Merci aussi, Djamal Ben Chenouf. Merci. Merci pour l'invitation. Eid Moubarak à tous les Algériens qui vivent l'un des Aïd le plus triste depuis l'indépendance. En effet, en effet. Alors, entre autres difficultés, en Algérie, le Covid est en train de provoquer une véritable panique. Les gens ne comprennent pas avec ce variant Delta. Jusque-là, l'Algérie a été relativement épargnée malgré un grand nombre de victimes. Rabbi Yarhamhum. Mais là, ça semble vraiment s'accélérer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe ? Enfin, ce qui se passe d'abord sur le terrain, l'Algérie est l'un des pays dans le monde qui a réussi la gageure de mettre toutes les conditions néfastes et dangereuses pour le pays, pour pouvoir laisser libre cours au Covid Delta. Pourquoi? Parce que la première principale cause du problème algérien avec le Covid, c'est le mensonge. Le mensonge des autorités de santé. Le dernier mensonge, je l'ai écouté moi-même la semaine dernière, c'était le ministre de la Santé qui était entouré de certaines pontes du ministère qui paraissaient connaître des chiffres, alors qu'il donnait des chiffres absolument ahurissants, très loin de la vérité, rien que pour le chiffre des gens contaminés. Apparemment, ils ne comptabilisent même pas ceux des laboratoires de ville, mais passons. La deuxième chose, c'est que le ministre lui-même qui l'a dit, je l'ai entendu, il a dit nous avons des millions de doses prêtes en surplus gigantesque et plus qu'il n'en faut. Il se trouve que ce que vous dites maintenant, M. Benchenouf, nous sommes dans une misère totale. La population algérienne est en panique totale. Il ne faut pas aussi ne pas jeter la pierre aux Algériens. Ils sont un peu responsables, mais il y a une cause dont je ne connais pas la raison. C'est les masques ont nettement diminué quand on voit au niveau de Hirak, par exemple, les vendredis, les gens sont très très peu à mettre les masques. Ou alors dans les marchés à bestiaux, lors du jour, quand ils allaient acheter le mouton, normal, les gens ne portent pas de masque. Voilà, les gens ne portent pas de masque, donc ils mettent en condition le Covid pour se propager. Donc ça, c'est une cause majeure, mais la pire des causes maintenant, c'est connu dans le monde entier, c'est quand même la vaccination. Tous les gens qui n'ont pas été vaccinés sont en danger d'être contaminés maintenant. Tous les gens vaccinés, combien même, ce qui n'est pas sûr du tout, d'attraper le Covid, mais c'est un Covid léger et ils seront très loin d'être des candidats à la réanimation. Les gens candidats à la réanimation, je le répète, et dans le monde entier, il y a un consensus, c'est les gens qui n'ont pas été vaccinés. Maintenant, toute forme d'explication peut tenir la route, mais la majorité, surtout au niveau des Algériens, les proches de chez moi, par exemple, certains dans ma famille, ils donnent des explications fantaisistes. Ils disent qu'il y a de la flotte dans le vaccin, manière de dire que ça vaut rien. Mais je ne comprends pas la raison. Les Algériens qui sont connus pour être percutants dans l'intelligence deviennent vraiment bas étage dans l'histoire du Covid. Que se passe-t-il chez moi? Mais est-ce qu'il est vrai que ce variant Delta touche particulièrement les pays à très faible taux de vaccination? Là, c'est une constatation mondiale. Qui veut dire le contraire est en train de tromper les gens. Tout à fait exact. La constatation, c'est les gens dans les pays, comme par exemple la France, ailleurs, et partout là où la concentration... Ah, Hussein Ait Mohand, nous l'avons perdu.
Merci en tout cas, Hussein Ait Mohand, pour vos explications. Nous allons recevoir Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci. Bonsoir Bonsoir. à vos invités, à tous vos invités qui vont s'exprimer après moi et au docteur Hussein Ait Mohand, que je salue. Merci. Et son intervention a été percutante et je suis entièrement d'accord avec, bien que n'étant pas médecin, avec ce qu'il a dit. Et je l'en remercie et je le remercie pour la conscience qu'il a du problème du Covid et du Delta en Algérie qu'il suit de honneur, je crois. Mais, Et puis, je oui. salue bien entendu vos téléspectateurs et je leur souhaite un Aïd, bien que vous l'avez dit, une fête de l'Aïd qui n'a de fait que le nom. Je leur souhaite quand même, malgré tout, un très bon Aïd. Merci, merci Brahim Younsi. Alors, parmi les nombreux points qui inquiètent les Algériens, il y a autant de situations qu'il y a quasiment de problèmes. Sur lequel voudriez-vous vous exprimer? Le Covid, la situation du régime explosive au sein même du régime, le Hirak. Je vous laisse choisir le sujet de prédilection. D'abord, je n'ai pas véritablement de sujet de prédilection. Je ne peux pas mieux parler que le docteur Hussein Ait Mohand du Covid, dont il est un des spécialistes reconnus. Mais parce que c'est l'Aïd et l'Aïd al-Adha, j'ai des pensées pour nos morts et singulièrement pour les morts de l'opposition, dont j'ai connu pas mal d'entre eux, mais certains que je n'ai pas connus. Khidr en particulier, Karim, quelqu'un dont on ne parle jamais, qui a été assassiné à Tunis dans les années 70, Mourad Tarbouch. Bien sûr, tout le monde connaît Ali Messili, Khaled Darbal, qui était un de nos militants, qui était un de nos chefs de région en France, au MDA, Khaled Darbal, dont vous avez parlé, je crois, une ou deux fois. Et puis Abdelbaki Sahraoui, qui a été assassiné en 1995 à la mosquée Mira, pour lequel j'avais une grande affection, et plus que cela. Bien entendu, mes pensées vont sur le plan international aux musulmans de Birmanie, les Rohingyas, qui sont plus que persécutés, qui subissent le génocide, les musulmans de Chine, les Ouïghours, qui également subissent le génocide et la persécution et l'extermination, aux Palestiniens. Il y a tous les musulmans partout dans le monde qui subissent la persécution, en Ouzbékistan, en République centrafricaine, au Tadjikistan, en Thaïlande, en Crimée également, les Tatars, dont j'ai connu certains chefs des Tatars, certains chefs musulmans, des Tatars qui étaient persécutés, qui sont arrivés dans un pays qui est un peu le mien parce qu'il est celui de mon épouse, la Lituanie, où il y a beaucoup de Tatars qui sont persécutés, qui sont exterminés également, dont on ne parle pas, en Crimée. Beaucoup de choses. Et puis, mais il y a aussi, les peuples musulmans d'un peu partout dans le monde qui sont opprimés par leurs propres dirigeants, respectifs. Absolument, cela va sans dire. Cela va sans dire, absolument. Nous sommes victimes de ces pouvoirs autoritaires, de ces États que beaucoup appellent ces États casernes, où ce sont les armées. Voilà un sujet qui est intéressant et important, qu'il faut absolument que nous soulevons souvent, mais il faut absolument le soulever de façon plus profonde et plus approfondie.
Tout à l'heure, le docteur Hussein Ait Mohamed a parlé de mensonges. Il a parfaitement raison. J'ai relevé un verre de Boileau en même temps qu'il parlait, à savoir que rien n'est beau que le vrai. Et le vrai seul est aimable. Et alors que chez nous, c'est le mensonge. Et s'il y a un sujet que je voudrais juste, parce que vous en aviez parlé, et qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ce sujet, sur ce dossier, pour le révéler. Pour le révéler, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans beaucoup de pays, et notamment notre pays est touché, concerné. C'est cette affaire, comment vous l'appelez, Pegasus. Voilà, de cette affaire Pegasus qui nous touche et qui montre que l'État caserne algérien est devenu un trou béant où tout peut passer, où tout peut être espionné. Un espionnage qui vient de l'extérieur touche les plus hauts sommets de l'État, le plus haut sommet de la hiérarchie militaire, et on en parle si peu, on s'en offusque si peu, et l'État ne protège ni ses institutions, ni ses cadres supérieurs, ni la population, parce que n'importe qui peut nous écouter, n'importe qui peut intervenir et altérer notre sécurité intérieure. C'est extrêmement important d'en parler parce que la sécurité intérieure du peuple algérien est menacée, qu'on le veuille ou non. Si n'importe quel service au monde pénètre notre système de sécurité, c'est dire que cet État, ce pouvoir, ce régime illégitime est arrivé à un point de déchéance inquiétant pour la sécurité de notre pays. Et nous en parlerons, Brahim Younsi, dans les jours qui suivent, Inch'Allah, quand nous aurons plus d'éléments. Nous attendons qu'on nous confirme certaines informations, mais nous allons traiter de ce sujet. Cela ne fait aucun doute. En tout cas, merci beaucoup, Brahim Younsi. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation de nouveau et je vous souhaite à vous, je ne l'ai pas fait, une très bonne fête à vous et à votre honorable famille. Merci beaucoup, Brahim Younsi, et à vous aussi, à votre famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avec nous, Qaddour Chouicha, universitaire, syndicaliste, militant pour les droits de l'homme. Qaddour Chouicha, Aïdk Mobrouk, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation et Eid Mabrouk lil Jamia. Amin. Alors, wesh l'hala fi Wahran, comment ça se passe? Quelle est la situation d'une façon générale et sur quel point en particulier souhaitez-vous vous exprimer? Le point, c'est-à-dire il y a plusieurs données, mais leur est commun, c'est la faillite de l'État. Ou bien de ceux qui se sont accaparés l'État. Et ce que nous vivons à Oran, comme ce que vivent beaucoup d'Algériens et d'Algériennes de par le territoire national, bon, c'est assurément la pandémie qui est en train de faire des ravages. Et à cet égard, je me permets de rappeler l'histoire de l'ancien ministre de la Santé, Boudiaf, qui avait dit qu'en Algérie, nous avons des équipements qui ne se trouvent même pas en Europe. Dans le monde entier, il a dit. Le monde entier, donc, y compris les États-Unis, ça veut dire. J'aimerais bien qu'on le rappelle pour lui demander plus d'explications, puisque maintenant tout le monde sait, et en particulier les familles qui voient les leurs partir l'un après l'autre, faute d'oxygène, faute d'autres consommables, parce que la santé est dans un état pitoyable. Et je pense qu'aujourd'hui, paraît-il que le ministre de la Santé a dit que la situation est très grave. Je pense qu'on est en train de rejoindre le cas tunisien. Et en ce qui concerne la vaccination, qu'en est-il à Wahran? C'est comme partout dans tout le pays, c'est-à-dire la vaccination
se fait au compte-gouttes. C'est les dispensaires, c'est les cliniques qui ont des vaccins. Et d'après les informations que j'ai, le vaccin qui existe actuellement, c'est le vaccin chinois. Il y avait à un certain moment le vaccin russe. Mais le taux de vaccination est des plus ridicules. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur la protection à l'aide de la vaccination parce que nous sommes très très loin d'un taux honorable. Et ce n'est pas parce que les autorités ont dit que d'ici septembre, nous allons élaborer le vaccin chinois en Algérie. Encore une promesse qui ne se réalisera jamais, que ça va s'arranger. Je pense que nous sommes en pleine faillite, mais je voudrais aussi attirer l'attention qu'il ne faut pas que le Covid soit l'arbre qui cache la forêt. En réalité, le système de santé est déliquescent, mais pour n'importe quelle maladie, pas simplement pour le Covid. Bon, maintenant, on utilise le Covid pour dire que c'est le Covid qui fait des ravages, mais en réalité, surtout depuis les arrêts des importations, que ce soit à l'aide de l'affaire du confinement ou bien à l'aide de la rareté des ressources financières, c'est toutes les pathologies qui sont touchées en Algérie, pas simplement le Covid. Donc je pense qu'il faut en parler sérieusement. Et particulièrement, Khadr Chouicha, les habituelles maladies chroniques connues en Algérie pour être très mal suivies, très mal traitées, déjà avant le Covid, et qui aujourd'hui sont devenues en quelque sorte le parent pauvre de la maladie. On ne s'en occupe presque plus, ou très très mal, nous dit-on. Oui, c'est l'État. Bon, c'est vrai que le Covid est maintenant la maladie, bien la pandémie dont tout le monde parle. Mais les gens sont affectés par n'importe quoi. Surtout que maintenant, il y a une peur bleue de se déplacer à l'hôpital, puisque, je donne un exemple, à Oran, des hôpitaux sont carrément dépassés. Il a fallu faire appel à des chapiteaux pour mettre des malades, puisque le nombre de lits a été dépassé depuis très longtemps. Même les structures sanitaires d'hôpitaux qui ont été construits à ce qu'on appelle une localité de Karma, à Ouatlilat, ils se sont rendus compte que c'est des structures qui ne sont pas opérationnelles, il n'y a ni eau ni électricité, donc qui ne peuvent pas être utilisées. Et on ne peut pas du jour au lendemain créer un système de santé. Un système de santé se crée à force de travail, de projection, de sérieux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, quand on voit ce qu'ont fait les différents ministres de la Santé, le carnage qui a été fait quant au ministère de la Santé, je pense qu'on est en train de le payer. Et j'ajouterai qu'à Oran, le problème de l'eau se pose encore. Et les citernes, maintenant, le commerce des citernes est devenu un commerce très important, puisque les gens n'ont que cette solution pour emmagasiner de l'eau pour pouvoir résister un temps soit peu, surtout avec les chaleurs, les dernières chaleurs. Donc je pense que nous traversons une période très difficile et les dernières informations quant à ce qui s'est passé, bon, c'est vrai que vous allez en discuter plus tard, mais j'aimerais dire surtout que nous sommes en Algérie devant des services de cybercriminalité qui retiennent les téléphones de simples citoyens qui ont des informations qui sont rendues publiques pour dire attention, c'est de la cybercriminalité, on est en train de vous surveiller, on est en train de maîtriser la situation, alors que la crise qui vient d'exploser au visage des autorités algériennes montre que c'est les citoyens qui sont touchés, alors que les gens sont en train d'espionner ceux qui disent vouloir maîtriser la situation. Merci. Donc, je vous remercie aussi pour votre invitation. Merci Khadr Chouicha, au plaisir. Et il est vrai qu'on vient de le signaler, Khadr Chouicha,
que l'Algérie est connue pour avoir des structures de lutte contre la cybercriminalité qui ont été formées même en Union européenne, financées par l'Union européenne. Pourquoi faire? Pas pour lutter contre la cybercriminalité, pas pour lutter contre l'espionnage des puissances étrangères, ni même du voisin d'à côté, qui vont jusqu'à pénétrer dans l'intimité de leurs généraux et de leurs présidents et de leurs conseillers à la présidence et de leurs journalistes, etc. Ils ne sont même pas capables de les protéger. Pire encore, ils sont formés pour réprimer les Algériens qui s'expriment dans les réseaux sociaux, pour rentrer dans leurs comptes, les espionner, les arrêter, les inculper, les faire passer devant les juges avec des comptes rendus d'écoute, alors que Homa, ils se font espionner leurs généraux. C'est Abdel Chouicha a très bien dit la chose. Alors, معنا Mohamed Ben Issa, militant, حراكيست, il est avec nous par Skype. مرحبا بك, عيدك مبروك محمد بن عيسى. مرحبا بك جمال, عيدك مبروك. Je te souhaite vraiment عيد مبروك à toi, à toute ta famille, et ainsi à toute l'équipe de Maghribia, tous ceux qu'on ne voit pas. On leur souhaite vraiment du fond de cœur un عيد مبروك et meilleurs vœux, santé, bonheur. Merci beaucoup. تفضل. C'est Mohamed Ben Issa, est-ce que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, vous, le hirakiste, vous qui êtes tout le temps à la place de la République, qui est activé dans le sens du Hirak? Oui, je tiens à souhaiter, à vraiment exposer mes vœux pour le peuple algérien, pour nos chers peuples algériens qui depuis 3 ans vit un moment historique. Troisième Eid de l'Adha, troisième Eid dans lequel le peuple algérien passe ce Eid dans un contexte très spécial, très spécifique. Un Eid vraiment mitigé, un Eid mélangé entre joie de cette fête-là et j'ai un retour de son. La régie va arranger ça, j'espère. D'accord. Donc c'est la troisième Eid de l'Adha dans lequel le peuple algérien partage sa joie de cette fête de Eid avec des sentiments douloureux. Mes pensées vont certainement aux détenus et à leurs familles. Deuxième ou troisième Eid dans lequel une centaine de familles algériennes passent l'Eid, ce moment si important pour le peuple algérien sans leurs enfants. Malgré les derniers relâches des détenus, il reste encore beaucoup de détenus dans les geôles de ce système. Nos pensées vont aussi, comme il a été rappelé par votre invité Abdel Chouicha, à tous les victimes de ce système, surtout les victimes en Algérie, tous ceux qui sont abandonnés par le système de santé, soi-disant le meilleur système de santé en Afrique. Donc nos pensées vraiment vont vers tous ces gens-là. On pense aussi à notre diaspora. Notre diaspora vit aussi depuis 2 ans, depuis la fermeture des frontières, des moments très difficiles, très même douloureux. Rappelons que la diaspora algérienne est la seule presque au monde privée de rentrer chez elle, privée de rendre visite à ses proches, privée d'assister pendant ces moments-là si importants de fête et de convivialité, assister et se réunir en famille. Tout le monde sait, Jamal, on en a parlé, de la situation catastrophique des billets, de fermeture des frontières. Donc, c'est un Eid un petit peu mitigé. Sinon, pour le Hirak, tout ce qu'on voit actuellement en Algérie confirme que le Hirak avait et a toujours raison. Le Hirak a alerté depuis le 22 février que l'Algérie va très mal, que l'Algérie va vers l'abîme à cause de cette junte, à cause de ce système moribond et mortifère. Donc, en passant de toutes les crises qu'on a connues depuis les 2 ans, dernières 2 ans, la liquidité, l'eau, la sardine, l'huile, tout ça, actuellement, on vit encore avec cette deuxième ou troisième vague du coronavirus, alors que l'Algérie était fermée, reste fermée depuis plus de 2 ans, manque d'oxygène, gestion catastrophique. Les clans qui s'entretuent entre eux, les clans du pouvoir qui s'entretuent entre eux, au détriment de l'Algérie, au détriment de l'avenir de tout un peuple de 45 millions d'Algériens. Vous avez parlé tout à l'heure, tous les Algériens actuellement ont en tête
ce scandale de Pegasus. Donc, on ne peut pas ne pas en parler, Jamaldine, même si aujourd'hui on est invité pour vraiment souhaiter nos meilleurs vœux à notre peuple algérien, mais on ne peut pas ne pas parler de ça, surtout par rapport à la gravité de ce scandale, sachant que 6000 personnages ont été espionnés. Donc, il n'y a plus de souveraineté en Algérie. Les choses vraiment vont très mal. Rappelons qu'en France, le parquet a ouvert une enquête contre l'application, contre la société qui a produit cette application, et que l'enquête a commencé, et qu'en Algérie, qui était la cible, une des premières cibles de ce système d'espionnage, il n'y a aucune réaction, donc silence radio. Donc on s'inquiète beaucoup pour l'avenir de ce pays, un pays qui n'arrive pas à garder les secrets les plus importants. On parle plus de journalistes, on parle de chefs d'état-major, on parle du président, des conseillers, des ministres, on parle de la boîte noire, donc la boîte noire qui est très cachée, très opaque pour le peuple algérien, mais tous les services d'espionnage, quand on dit le Maroc, donc les services d'espionnage étrangers, israéliens et d'autres sont au courant de tout ce qui se passe. C'est encore vraiment dommage et malheureux pour notre peuple et pour notre pays. Mais le Hirak reste et restera toujours le seul projet salutaire pour cette Algérie. Donc tout ce qui se passe jusqu'à ce moment prouve qu'il est la seule solution après tout ce que le régime a fait, hein, les élections, le référendum, les dernières élections législatives, rien n'a changé, toujours un système qui se renouvelle, toujours la médiocrité, toujours la corruption qui bat son record, toujours des personnes qui ne sont pas compétentes, toujours ce système qui essaie d'acheter une classe politique, le peuple abandonné. Donc le seul projet qui vaut la peine actuellement en Algérie, c'est le projet porté par le Hirak. Donc c'est un projet qui porte en lui-même la liberté, la fondation d'un État sur des principes sains, et l'Algérie ne trouvera jamais une issue en dehors du Hirak. Merci Mohamed Ben Aissa, au plaisir de vous retrouver. Alors, avant de recevoir Idir Ounoren, nous allons écouter une déclaration de Monsieur le ministre de la Santé, ministre algérien de la Santé. مشكل اللي راهو مشكل وجعلنا مجندين كلنا هو مشكل الأكسجين، لأنه قلناه وذكرناه تابع على إنتاجنا. هذا هو الإنتاج، هذا واش عندنا، لكنه كان كافي، لكن بسبب هذا الارتفاع المفاجئ وفي كل الدول أصبح الإنتاج لا يكفي، وهذا اللي جعلنا نتكلموا كله فيه خلية في الوزارة الأولى راهي ملتي سيكتوريال، عدد من الوزارات راهي تتعامل والمكالمات، وإن شاء الله رانا نرضيو مستشفى ومستشفى آخر ونمدو قليل هذا باش نرضيو الآخر، ما نمدوش لهذاك حتى اللي عطينا له يعاود يخلص له. رانا Alors, je rappelle que le président tunisien vient d'ordonner à l'armée tunisienne de gérer la crise du virus. C'est pour dire la gravité de la situation en Tunisie, et qu'en Algérie aussi, les autorités sanitaires semblent très inquiètes. On fait des déclarations très alarmantes. Mais curieusement, l'armée algérienne est invisible. Pourtant, elle dispose d'énormes moyens, des médecins, des paramédicaux, des hôpitaux militaires et surtout des moyens financiers et surtout des hôpitaux de campagne, des maisons de repos, en veux-tu, en voilà. Mais ils s'occupent de tout, les généraux, sauf de ce qui est important et de ce qui est urgent et de ce qui tue les Algériens. Alors, Idir Ounoren est avec nous. Merci Idir, Eid Mabrouk. Idir Ounoren. Bonsoir, M. Benchnouf, Eid Mabrouk. Eid Mabrouk. À vous, à toute l'équipe de Maralidia. Merci à vous aussi. L'Eid Mervouhi ou Gdouz Azzaïri, comme on dit chez nous, Saha Eid à tout le peuple algérien. Mais je le dis avec beaucoup de on va dire, de tristesse, parce qu'il y a beaucoup de douleur. Oui. Et honnêtement, j'ai l'habitude de dire les choses telles que je les ressens. Il y a trop de malheur, il y a trop de douleur pour qu'on soit vraiment dans cette espèce de fête. Nous le faisons par culture et par tradition. Voilà, ces vœux me sont arrachés, M. Benchnouf. Oui, voilà. en effet. Je tenais à le dire. En effet.
Alors- Oui, mais Oui. je vous laisse poursuivre si vous voulez vous exprimer sur un quelconque Oui, sujet. voilà. Alors, pour la crise du Covid, je viens d'entendre le ministre de la Santé, M. Benbouzid. On est en train de rêver. Gouverner, c'est prévoir. Cette crise de l'oxygène était prévisible. Il est inconcevable qu'on soit en panne d'oxygène. Des structures sanitaires dans le pays, j'ai eu quelques échos par des amis d'Alger, de Tizi Ouzou, de Béjaïa, et même des petites daïras, c'est une catastrophe. C'est véritablement une catastrophe. Sans être... j'ai pas envie de retomber dans cette espèce de peine de chagrin de malheur. Moi, j'ai perdu 6 amis cette semaine. 6, pour vous dire, des amis proches. Moi, je trouve que... Rabbi yarhamhum. Rabbi yarhamhum, je trouve que c'est inadmissible, vraiment inadmissible. C'est là où on voit toute l'incompétence, toute la non-prévoyance. On est véritablement dans un problème pas de santé, de pandémie. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Moi, je me demande où sont les stocks stratégiques, comment on peut administrer ce pays, le gérer. Mais ça devient hallucinant. Et en plus, vous l'avez si bien dit, je vous ai écouté juste au moment où vous parliez de la Tunisie où le président a confié les rênes de la crise à l'armée. Je vous ai écouté là et vous avez dit très justement que l'armée a des structures. Bon, il paraîtrait que l'armée a mis un hôtel du côté de Moussou de 120 lits, mais ça ne suffit pas. Il y a les hôpitaux de campagne, vous en avez parlé, il doit mettre tous les moyens, parce que nous allons vivre j'espère de tout mon cœur que ce ne sera pas le cas, mais on va vivre des moments très 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 difficiles et on a très très peur pour le peuple algérien tout entier. Voilà en ce qui concerne le Covid. Par ailleurs, nous savons tous que le pays vit une crise protéiforme. Mais moi, je suis un peu gêné par rapport à nos propositions politiques. C'est-à-dire, on doit pas. Il y a le Hirak, il y a l'opposition, il y a les politiques. Moi, je dis une chose, c'est que ce qu'ils nous ont concocté, les dispositifs juridiques, l'article 30, alinéa 4, il faut à tout prix que les politiques demandent son abrogation. Parce qu'à travers ça et à travers l'article 87 bis, je suis désolé d'embêter nos concitoyens qui nous écoutent et même vous-même, c'est que l'institution, je dirais le commandement militaire a pris le contrôle de l'État, sans contrôle démocratique. Ils ont pris le contrôle de l'État par cet article-là. Et dans ce cas-là, c'est eux qui sont responsables de toutes les politiques, puisqu'ils veillent aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Ça, il faudra en parler. Il faudra vraiment faire campagne pour. C'est un axe important. Même au sein du Hirak, et nos camarades qui interviennent et qui disent le Hirak gagnera, il ne gagnera qu'à mesure que son engagement soit le plus haut possible. On ne peut plus, je le dis honnêtement tel que je le pense, on ne peut plus glorifier le Hirak. C'est vrai qu'il y a de la volonté, c'est vrai qu'il y a une envie de changement, une envie indicible, une envie forte, une envie... Il n'y a pas de souci. Mais tant que ce ne sera pas pris en charge politiquement, nous ne ferons rien. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Il faut que le fantasme, je dis bien le fantasme des masses de la population algérienne, dans son ensemble, dans la joie du début, dans cette espèce de fraternité, dans cette espèce de société transgénérationnelle, c'est quelque chose de merveilleux. Mais parallèlement, il faut transformer l'essai, comme on dit en rugby, et commencer à parler de choses sérieuses. Et à partir de ce moment-là, on pourra envisager véritablement le changement nécessaire. Il faut que l'idée, on glorifie le Hirak, il n'y a pas de souci. On le mythifie, il n'y a pas de souci. Il y a un principe de réalité, M. Benchelouf. On ne peut plus. D'ailleurs, un de vos éditos, il y a 2-3 jours, faisait allusion de manière subliminale. Et c'est ça qui nous attend. Concernant l'affaire de Pegasus, je crois qu'il faudra être, non pas prudent, ça acte quelque chose, ça acte une erreur grave de nos services de sécurité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à quel niveau s'est passé cet espionnage? Est-ce qu'on a eu que le Royaume du Maroc nous espionne, quoi de plus normal? Que nous espionnons le Maroc, quoi de plus normal? Pas vu, pas pris. Il n'est pas interdit de voler, il est interdit de se faire prendre. Mais le souci, c'est qu'il faut prendre les problèmes dans leur ensemble et que derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un ruissellement en cascade? Est-ce que le fait que le Royaume du Maroc, à travers la société NSO et Pegasus, espionne en France, et surtout quelques personnalités qui ont des liens étroits avec l'Algérie, est-ce que c'est dirigé entièrement contre nous? Parce que je ne vois pas l'utilité d'aller espionner M. Macron, je veux dire.
Si tant est que, encore la France, si vous permettez, il faudra noter ça, la France a déclaré que le Maroc était un pays ami. Ils n'ont même pas fait allusion à ce qui pourrait nous différencier avec le Maroc. Et autre chose pour terminer, pour ne pas être trop long, c'est que cette histoire, il faudra en tirer les conséquences. C'est le président de la République, on sait très bien qu'il n'est qu'une façade civile, politique, disons même pas politique, de l'état-major. Ça, c'est le premier élément. La commission d'enquête, pourquoi on est arrivé là, quelles vont être les sanctions, où est-ce qu'il y a eu le hiatus, comment ça a pu être rendu possible. C'est des questions qui sont fondamentales. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas interdit de penser qu'il y aura peut-être une réforme des services de sécurité. Tout ça, il faut qu'on en parle de manière plus apaisée, en ayant, comme vous l'avez si bien dit, infiniment plus de je dirais, d'éléments d'appréciation. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci et dis-nous au plaisir. À très bientôt, Aïdak Mabrouk, et à toute l'équipe, Mahdi, Ramadan, Abdallah, Karim et tout le monde. Et sans oublier l'autre fille. Merci beaucoup. Et Eid Moubarak à la maman. À la maman. Ce sera fêté ce soir. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Badreddin Gerfa est avec nous. Badreddin Gerfa, cadre du fils. عيدك مبروك بدر الدين قرفة أهلا بك بدر الدين قرفة وي راني معاك. أهلا بك عيدك مبروك ومرحبا بك. الله يبارك فيك مرحبا بك. اولا هذا عيد المسلمين تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين. Bonne fête à vous, personnellement, c'est Jamaldine Bichenouf, à votre honorable famille. Et bonne fête aussi à toute l'équipe del Magharibia, de ses responsables, des journalistes, des journalistes lambda qu'on ne connaît pas, à tout le monde. Bonne fête, Eid Moubarak. بارك الله فيك عيدك مبارك سعيد بارك الله فيك. En espérant que cet espace de la libre expression se multiplie par d'autres espaces au profit du peuple algérien, au profit de la conscientisation du Chab Jazairi. On a tellement besoin de la parole libre, de journalistes, de valeurs. باش ننهضوا بهذا الشعب الى ما هو افضل واحسن. هذه لا بروميير le premier souhait تاعي. فكري كذلك j'ai une pensée pour nos prisonniers d'opinion qui sont plus de 200. Il y a ces milliers de jeunes Algériens et Algériennes qui sont poursuivis seulement parce qu'ils ont écrit quelques mots sur Facebook ou la Tauraï, Mouayen, Siyasiyen. À tout cela, je نقول لهم عيدكم مبارك. Aussi, ما ننساش باش نقول عيدكم مبارك à toutes les familles تاع الناس اللي هم المختطفين, تاع les disparus qui souffrent depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui nous ont appris à lutter يعني avec courage. نقول لهم عيدكم مبارك. Et aussi ما ننساوش il y a 160 سجين سياسي اللي ما تجوزوش, اللي تجوزوا 30 عيد اضحى و30 عيد فطر في السجون تاع الظلم والاستبداد. malades, دخلوا jeunes, ils sont maintenant vieux. malgré ça نقولوا لعائلاتهم عيدكم مبارك. dans la douleur, mais عيدكم مبارك. voilà, donc عيد مبارك à tout le monde, à tous les musulmans du monde. Qui souffrent aussi comme les Algériens. Soit ils souffrent parce qu'ils sont opprimés par des forces néocoloniales, ou ils souffrent parce qu'ils sont opprimés par leurs propres gouvernants, comme ça se passe pratiquement dans tous les pays arabes. À tous ces gens-là, à tous ces peuples, comme Moubarak, Inch'Allah, si en travaillant, si en luttant, si en nous engageant, qu'on a des chances باش نغيروا اوضاعنا باش نوصلوا الى الحريه والعداله. Et quelle est la situation dans votre région du côté de Annaba, Dran et Qala et toute cette région? Non, maintenant au point de vue tristesse, نقول بكل صراحه العيد triste. Ce n'est plus العيد في جمال الدين اللي كنت تعرفوا انت dans la région de Batna ولا في بلعباس, où il y a l'engouement, il y a le zawabement, il y a un peu de solidarité avant l'Eid, mais il y a vraiment pas la joie. Et comment veut-on qu'il y ait la joie, qui est le jour l'âme,
كونتالو مثل الماء انا بدي الدرعان وجابيت كافي maintenant des dizaines d'années وحنا نشربوا الماء من لي سيتان لو ان بو دوس نمشيو pour 60 دينار لي 10 لتر alors que عندنا لو دوس هاي تجوز من هنا بالطرف ورالي عندنا باب في المطار ايتترا احنا اون نون بروفيت با دونك الكوفيد لي جون يا دي حقيقه قاعده تنتشر يعني الكورونا قاعد ينتشر mais j'aimerais quand même remarquer que la vaccination qui se fait pêle-mêle dans les mosquées, dans les salles de cinéma, pratiquement avec tous les risques qu'il peut y avoir. Alors, tout un vaccin avec un risque de se contaminer parce que tu n'es pas dans un centre de santé ou là un hôpital. C'est vraiment la grande marmelade. C'est ce qu'on nous a dit. C'est tellement désorganisé que les endroits où ils sont en train de vacciner, c'est là où on risque vraiment d'attraper le Covid. Exactement. هذه dans un pays où le gouvernement يقول لك عندنا احسن les meilleurs équipements, عندنا les meilleurs كذا. هذه الحالة المزرية. الآن j'aimerais dire un mot يعني à ces gens qui commandent اللي حاكمين البلاد هذه. شوفوا الواقع الحقيقي عندنا دابري واش يقولوا هما 31 جينيرو كال جينيرو في les prisons عندنا 2 chefs de gouvernement, une vingtaine de ministres, le chef de la gendarmerie qui est ailleurs, qui peut avoir une nationalité pour $100 000. Le chef de la gendarmerie du temps de Gaïd Salah. Et on en a souffert en tant que militants, en tant qu'Irakistes, en tant que nos chata siyassiyin. Ces jeunes اللي عادوا الناس يخوفوا فيهم متهمين بالإرهاب. احنا عندنا في الطارف، عندنا في الدرعان، عندنا في عنابة des jeunes, des femmes qui sont متهمين d'appartenance à une organisation terroriste تنشط في الخارج du terrorisme. On voit les يحكموا يخرجوا مراقبة قضائية. Un terrorisme où on ne voit pas de déflagration, on ne voit pas d'armes, on ne voit pas de morts, on ne voit pas d'assassinats. C'est vraiment très grave ce qui se passe dans ce pays. Les 21 milliards de dollars dans la planche à billets اللي دخلوهم في السيركوي راهي البلاد ورانا رايحين. هذه قضية الاسبيوناج اللي رانا نسمعوا بها وماذا بينا نزيد نعرف بليس انفورماسيون. مي جو مو سوفيان كي قاسم مرباح en 91 quand il était président du MIJD سمعته يقول contre la sécurité militaire. Si jamais dit, ce que c'est que la sécurité militaire, c'était dans notre époque, 60-70, كان يقول tellement كانوا فيهم كلش كانوا مثل المكالمات تاع le royaume du Maroc تاع le roi du Maroc كلشي يجوز عليهم. اليوم صبحت هذا وش انتجت لا سيكوريتي ميليتير من منظمات كديرات وغيرها عادوا يتبعوا في الشعب، يتبعوا في الآراء، يتبعوا في الشبيبة. تكلمت مع فلان مديت 10 دور فلان مديت 5 سنتيم. Ils ne peuvent plus protéger le pays. Merci. Ils ne peuvent plus protéger le pays. ربي يجيب الخير إن شاء الله. آمين. وإن شاء الله آمين. بارك الله فيك سي بدر الدين. اللقاء إن شاء الله. معنا docteur Hussein Kordogli, médecin conseil, connu pour avoir été persécuté, littéralement harcelé pendant des années et des années, parce qu'il a osé, il était médecin conseil auprès de la protection civile, il avait osé dénoncer son directeur général. On lui a fait très chèrement payer. Ça a été pour lui une véritable traversée du désert. On l'a détruit. On l'avait réduit à l'état d'indigence, un médecin. Il a été pulvérisé par ce régime dans l'indifférence et le silence complice de tous les médias ou presque. دكتور حسين كردغلي مرحبا بك وعيدك مبروك. الله يسلمك جمال الدين مشموف. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci à vous. Je tiens à présenter mes sincères vœux de l'Aïd al-Adha à l'ensemble du peuple algérien, à l'ensemble des familles qui ont perdu un des leurs par le Covid-19, à l'ensemble des détenus pour la liberté d'expression. Comme je tiens à dire qu'ils n'ont pas pu me détruire, c'est eux qui se sont détruits, M. Bouchinour. On les voit maintenant, 30 généraux en prison, 18 ministres en prison.
Qui est-ce qui a été détruit? C'est eux qui se sont détruits. Des généraux en fuite, dont l'ex-patron de la gendarmerie qui vient de s'acheter des passeports pour 400 ou 500 000 dollars. Surtout ce voyou, M. Benchimou. C'est un grand voyou, ce Belkacem. Ce Belkacem, quand il m'a reçu en 2015, dont j'ai déposé plainte contre lui, le 10 décembre 2015, ce voyou qui est impliqué dans l'affaire des pilotes faussaires, de Sonatrach, de Tassili Airlines, ainsi que sa femme et la fameuse juge. Sa femme qui était présidente de la cour, la cour de... Chambre d'accusation. Cheniti Dahbiya, je tiens à dire son nom. C'est elle a des amis juges qui viennent m'arrêter. Oui, Petit Paza, je crois. Petit Paza, il me semble. Sa femme, la femme de Belkacem, c'était à Tipaza. Et l'autre, elle était à la chambre d'accusation d'Alger, à la chambre des référés. Cheniti Dahbiya qui a fait recruter 3 pilotes, de faux pilotes, des pilotes faussaires, comme pas mal de juges, même le président du tribunal d'El Havash, qui a essayé même de faire renvoyer, de faire pression sur le fameux journaliste qui se faisait passer grâce à mes affaires, qui a connu son apogée, le fameux Abdou Msmar, et qui s'est retourné contre moi en faisant passer pour un menteur. En tous les cas, je ne suis pas là pour faire un jugement. Moi, je voulais revenir sur l'affaire du Covid-19. Le pauvre, qui est regrettable pour mon pays, qui avait une très bonne organisation jusqu'aux années 88-86, juste avant le plan d'ajustement structurel, qui était quand même dans l'apogée parmi les pays du Maghreb. Et on voit maintenant qu'il y a une désorganisation totale. Il n'y a plus de cartographie sanitaire tant qu'il était fait. Il n'y a plus de système de financement, parce que le système de financement qui devait être prévu par la sécurité sociale et discuté à l'APN, c'est plus le même système. Maintenant, rien. On gère le jour. Bembouzi ne peut rien faire avec sa politique maintenant, parce qu'il n'a pas, c'est comme on gère une entreprise, le système de santé. Tant qu'on n'a pas un système de recherche, une cellule de recherche et développement qui sache manipuler les études épidémiologiques, qui sachent manipuler la communication, qui sachent manier tous les produits consommables et non consommables, c'est-à-dire avoir, comme dans la gestion managériale, le processus, les moyens humains, les moyens financiers et les moyens matériels. Et le tout dépendra d'une stratégie adoptée. Écoute, docteur Hassan Kourdourli. On l'a perdu. En tout cas, merci à lui d'avoir participé à cette rencontre. Avec nous, Maître Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme, militant. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Aïd Mabrouk, ainsi qu'à toute la famille. Aïd Mabrouk, Aïd Saïd. Merci pour l'invitation et puis un bonjour et Saïd comme pour tout le peuple algérien, même si c'est pas très convaincant en ces temps de pandémie, en ce temps de crise sanitaire, en ces temps de manque d'eau, en ces temps de dictature, en ces temps d'instrumentalisation de la justice et de tous les services et les institutions de l'État algérien. Merci. En effet, c'est une bien triste fête. Mais sinon, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en particulier ? Oui, tout à fait. Le Kabylie, cette région qui est frondeuse au régime central depuis l'indépendance du pays, elle avait prouvé son amour et son attachement à la patrie, à la terre et au sang, mais aussi à ces chemins qui montent, ces blédards, comme ils nous disent, ce régime qui nous gouverne. Ces gens reculés dans les montagnes ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient dans cette région, ses enfants, son sang, son histoire, mais aussi son présent, et qui ne veut pas hypothéquer son avenir. Le Hirak est tellement très fort parce que nous avons nos traditions de lutte, nous avons nos traditions d'organisation. Seulement, je voudrais lancer un appel pour le vendredi qui va venir avec toute responsabilité, sachant que le système sanitaire est dénudé
été ébranlé par la Covid-19, à tel point que les hôpitaux dans les différentes régions du pays, en particulier dans cette région de Kabylie, sont saturés. Des cris d'alarme viennent des médecins, des SOS viennent des médecins pour que le peuple, les citoyens prennent des mesures de prévention, des mesures sanitaires qui sont indiquées par le mécanisme de lutte et de protection contre la Covid-19. Du coup, la marche du vendredi risque une deuxième fois d'être un rendez-vous qui va alourdir le secteur sanitaire, les médecins, les paramédicaux, si le peuple algérien. On ne veut pas mourir, on veut vivre. Et pour vivre, il faut rester dans la prévention. C'est un appel de cœur, mais aussi un appel de raison. C'est une responsabilité que de marcher les vendredis. On risque de contaminer nos proches, on risque de contaminer nos familles, nos enfants, nos parents. C'est pour cela qu'on doit réfléchir vraiment pour être dans le Hirak, maintenir la flamme du Hirak. Parce que c'est pas le régime qui va nous faire entrer chez nous. Si les Algériens, en particulier dans cette région de Kabylie, rejoignent leur maison le vendredi, ne pas marcher, c'est pas ماشي استسلام ولكن هي يقظة هي حنكة سياسية من طرف وذكاء سياسي من طرف المجتمع الجزائري. Pourquoi? C'est pour éviter la propagation de ce virus, tout en maintenant cette flamme du Hirak qui est là, elle ne va pas disparaître avec le phénomène. Aïssa Rahmoun, je vous ai bien écouté. Personnellement, je comprends parfaitement cette précaution. Nous avons la Kabylie est le bastion de la résistance. Et nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes. Nous en avons un grand besoin pour que la lutte continue. Nous n'avons pas besoin qu'ils meurent, nous n'avons pas besoin qu'ils tombent malades dans ce pays, dans ce malheureux pays où les gens ne sont pas soignés, où ils sont quasiment achevés, où nos hôpitaux ne sont plus des mouroirs mais des assassinoirs, malgré les efforts titanesques des médecins et du personnel paramédical. Nous comprendrons très bien que la Kabylie suspendre provisoirement le Hirak dans la rue, c'est normal. Mais Aïssa Rahmoun, est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités de continuer le Hirak autrement, d'une autre façon, plus citoyenne? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, mais est-ce que vous ne pourriez pas proposer éventuellement une autre façon citoyenne de continuer le Hirak sans exposer ses compatriotes? Oui, tout à fait. On a les moyens, on a les possibilités. Olof Palme disait, quand on n'a pas les moyens, on se crée les méthodes. Et l'une des méthodes, c'est la protestation citoyenne par les réseaux sociaux, par des lives, par des communications, par des discussions entre les gens sur les réseaux sociaux, mais aussi on peut innover. Imaginez un vendredi où les balcons de la ville déjeuner ou Bougie, cette belle région aussi, où les régions où le Hirak est toujours intense, ce bastion dont on a évoqué, sortent avec des drapeaux, des youyous, des mahraz, et pour des dire aux klaxons. Algériens, des klaxons aussi. On doit continuer dans la révolution avec d'autres méthodes. Il y a toujours des méthodes de lutte. Et c'est peut-être l'occasion pour cette région de donner encore une fois l'exemple aux autres régions d'un Hirak depuis chez soi, depuis son balcon, depuis sa petite courette, depuis son petit jardinet, depuis son véhicule, les youyous, le mehres, les chants, la musique, le tasfaq. Eh ben, j'espère. Ce serait magnifique. Ben oui, l'espoir est là parce qu'effectivement, cette région peut donner un autre champ, une autre manière de voir la protestation. Bien sûr, c'est à notre avantage parce que chez moi, il n'y a personne qui pourrait m'interpeller, m'arrêter et me faire un PV. Je suis chez moi et vive la liberté chez soi. Quand on l'importe, quand on la rend publique, c'est plus merveilleux. En tout cas, merci Maître Aïssa Rahmoun. C'est magnifique. Ce qu'ont accompli nos compatriotes kabyles est admirable et restera dans l'histoire de ce peuple et même dans l'histoire de la résistance citoyenne à travers le monde entier. Où, Inch'Allah, ce tournant
pour se préserver, pour préserver les siens, pour préserver ses voisins, ses autres concitoyens. Peut-être que nos compatriotes kabyles vont nous indiquer un autre chemin pour passer à une autre étape depuis chez eux, depuis leur maison, avec leurs mehres, avec leurs zgharit, avec leurs youyou, avec leurs klaxons. En tout cas, nous comprenons parfaitement et nous le comprendrons et je crois qu'il n'y a personne qui pourrait le leur reprocher. Merci à eux de tout notre cœur. Et dernière intervention de notre ami journaliste, éditorialiste, Saad Bouaqba. Saad Bouaqba, عيدك مبروك ليك والعائلة كامل، مرحبا بك. الله يسلمك، بارك الله فيك. أهلا بك خويا سعد. الله يسلمك. تفضل خويا سعد. والله العيد هذا بالعام هذا عيد بطعم المأتم يعني. نحسوا باللي الامور ما كناش نتخيلوا انها توصل لهذا المستوى من التدهور. البلد في محنه حقيقيه، مش فقط ان الازمات نحاولوا نجيبوه. سعد بوعقبة مهم جدا ان يعطينا رايه. نذكر برك. Je rappelle, mes chers amis, que Aïssa Rahmoun, avocat, hirakiste, très, très actif, comme Nabil Asmaïl, comme d'autres de nos compatriotes qui sont toujours à l'avant-garde, vient de nous dire qu'en Kabylie, les gens pensent à arrêter le hirak du vendredi, du moins dans sa forme actuelle, pour préserver la santé des citoyens, pour faire en sorte de ne pas contaminer davantage en ces temps très durs où la contamination fait des ravages, en ces temps où le régime est en train de faire l'aveu total de son incapacité, de son impéritie, de sa carence à prendre en charge. Cette mesure que vont prendre nos compatriotes en Kabylie est tout à fait compréhensible, encore plus que cela. Elle est méritoire, elle est digne de respect et nous espérons que le hirak ne va pas s'arrêter en Kabylie, mais qu'au contraire, il va prendre une autre forme, peut-être plus belle encore, peut-être plus novatrice, peut-être qui va entraîner dans son sillage la plupart des autres régions qui, à ce moment-là, peut-être elles aussi pourraient adhérer à cette nouvelle forme de contestation et pourquoi pas, ce sera l'occasion de pavoiser tous les Balkans d'Algérie, que le vert, blanc, rouge inonde tout notre territoire un peu partout et que les chants résonnent, que les youyou résonnent, que le mehrès résonne, que les klaxons résonnent et pourquoi pas les sirènes des trains, des bateaux, pourquoi pas. Ce peuple a toujours fait preuve d'une grande imagination, d'une vraie détermination. Depuis le hirak, nous avons pu le constater tous et j'espère que ce ne sera pas fini. Est-ce que Saad Bouaqba, nous avons réussi à le joindre de nouveau? C'est dommage. Donc voilà, mes chers amis, nous allons essayer de vous passer une nouvelle espoir-attitude comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous terminerons avec la chanson du début qui m'a beaucoup plu, moi personnellement. Je remercie beaucoup Mounir de l'avoir choisi. Et je vous dis bqaw ala khair, silmiya silmiya, khawa khawa, ou ne pas se décourager, ne pas se laisser démoraliser, mais rester responsable, rester citoyen, rester unis. نقول لكم حاجة خوتي صدقوني يعني c'est pas que moi je sois visionnaire ou extra lucide. Baina. De notre unité, de notre, comment dire, adhésion les uns aux autres, de notre complète union, d'une union sacrée, dépendra le salut de notre pays et l'avenir de nos enfants, tous nos enfants dans ce pays. Donc, khawti ma tensawch, tahadi khawa khawa, c'est pas un mot dans l'air.
Khawa Khawa, il faut vraiment Khawa Khawa dans le sens de fraternité nationale. La fraternité de tous les enfants de ce pays, soudés dans un même but, celui de pouvoir enfin vivre dans un pays démocratique, dans un pays juste, dans un pays où le droit prédomine, où nul ne peut opprimer son concitoyen. هذه هي برك. وسلمية سلمية. En plus de Khawa, سلمية سلمية حتى تجي الحرية. بقاو على خير. En hiver, il est courant que les habitants du douar Skaka dans la commune de Sanjas Ashluf restent plusieurs semaines totalement isolés du monde à cause du débordement de l'oued Skaka. Cette situation a perduré durant des décennies, avant qu'une ancienne habitante du village, Al-Hadja Alia Ben Nifla, n'intervienne pour construire un pont en usant de ses fonds personnels. كنت أنا عندنا طوابير باشية ننسوق ما تقطعش الواد تبات الهي في الطريق ونديروا حاجة فيها الكل تبات فما نهار يسرقونا الصبابي الضراري نهار هكا تمنيت أي في كذا من سنة تمنيت ونقول لي لا لحقني ربي نصنع القنطرة ساعة ربي الحمد لله لحقني صنعت هذا القنطرة هما مساكين فقراء هذو ما ينجموش وانا شحال من خطر قبضت الوالي شحال من خطر الوالي اللي يجي ويجي من الناس يجي صالح نصمت عليه ونقول له ودي صنعوا لنا القنطره ما يفوتوا المريض اللي تروح تولد اللي تروح يقرا يقولنا ايه ويروحوا يخلين يمشي بزاف قامت واحد 800 هكاك 800 وشي. Cette femme généreuse rêve de pouvoir réaliser un village tout entier pour les déshérités de sa région. Il lui reste à en trouver les moyens. من نوهك وكل راح يلحقني ربي كاين الناس لاني شايفتهم مساكنين برا والله غير بنيت قريه هنا الفوق ونسكنوا في سبيل الله نعطيها له طلب هذاك برك. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, the soldiers passing by, listening to the wind of change. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I followed the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me
into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your body like a sing what my guitar wants to say. Take me through the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams.